les passionnés d'histoire, c'est Occam. Dans le précédent épisode, nous nous sommes penchés sur l'écriture et le langage du peuple primaire. Les détails étaient nombreux et centrés autour de la connaissance des primaires. Histoire de contrebalancer tout ça, je vous propose pour cette fois-ci de nous pencher sur la guerre. Car oui, tout autant avancé culturellement qu'ils pouvaient l'être, les primaires possédaient une grande tradition guerrière, principalement motivée par leur religion. Pour comprendre cela, il est nécessaire de refaire un point rapide sur cette dernière. Comme nous l'avons vu il y a quelque temps, les primaires découpaient Status en plusieurs pays, et chacun de ces pays était associé à un dieu différent. Vous vous doutez bien que cette association n'était pas uniquement pour la forme ou le nom. Les habitants du pays en question étaient placés sous la protection du dieu concerné et devaient participer à son culte. Bon, même si je dis « devaient participer », mais qu'en vérité c'était plus une recommandation. Il n'y avait pas de loi spécifique obligeant les habitants à adorer les dieux, mais la plupart d'entre eux le ressentaient comme un devoir en tout cas. Et ce pour une raison finalement assez logique. Comme je vous l'ai dit quand je vous ai parlé de la religion primaréenne, la puissance d'un dieu était relative à son nombre d'adeptes. De ce fait, comme il était considéré que le dieu du pays en était aussi le protecteur, eh bien, en toute logique, plus un habitant vouait un culte à son dieu, plus il lui permettait de le protéger en retour. Finalement, on n'est pas très loin du principe du nationalisme tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. La nuance étant qu'au lieu de croire en des symboles relatifs à la République, ils mettaient leur croyance sur les capacités d'un dieu. Et donc, justement, ce dieu avait sa puissance relative à son nombre d'adeptes, mais également à la taille de son pays. Et c'est là que la notion de guerre prenait tout son sens pour les primaires. En vérité, les différents pays se faisaient très souvent la guerre entre voisins afin de repousser leurs frontières et ainsi donner plus de puissance à leur dieu. C'était un peu comme une partie de tir à la corde perpétuelle, mais inversée. Cependant, attention, il ne faut pas le voir comme une guerre telle qu'on a pu la connaître pendant la guerre mondiale, ou même nos guerres contemporaines. Cela ressemblait plus à de petites batailles, et la plupart du temps, il n'y avait pas de mort. En effet, même si certains des guerriers utilisaient des armes potentiellement létales, dans la plupart des pays, il était assez mal vu de tuer un opposant. Cela avait un côté assez déloyal, et c'était considéré comme une solution de facilité. On préférait plutôt se battre en essayant de désarmer l'autre, de l'assommer, ou le blesser pour le mettre hors combat, voire, dans les cas les plus extrêmes, le rendre infirme pour qu'il ne puisse plus participer aux affrontements. Ces combats se résumaient donc principalement en une escarmouche à la conclusion de laquelle on déterminait un vainqueur. Ce qui donnait le droit à leur pays d'étendre un peu ses frontières sur celui conquis dans une certaine limite. Bon alors, bien entendu, je parle là des affrontements les plus fréquents. Une fois de plus, même si c'était l'usage habituel, cela ne le rend pas pour autant universel. Ainsi, il y avait certains pays dont les guerriers considéraient qu'un affrontement ne pouvait s'achever qu'en mourant ou en tuant son adversaire. C'était le cas principalement pour les guerriers du culte d'Oxytragor, le dieu de la mort. Et même si, en quantité, il y a eu bien plus de petites batailles, de plus grands affrontements pouvaient avoir lieu, voire même quelques véritables guerres continentales particulièrement dévastatrices. Mais nous verrons ça plus tard. Pour l'instant, nous allons plutôt nous intéresser à ces petits affrontements. Car, comme le dit, non sans un certain humour, Bruno Tertrais dans son livre Bellicisme du fond des âges, je cite: « Les guerres primaréennes, c'est 1% d'Apocalypse Now, 9% de Braveheart et 90% des visiteurs. » Alors justement, en ce qui concerne ces affrontements, une autre chose à savoir était que les armes utilisées étaient quasiment toujours des armes à courte ou moyenne portée. Les armes de jet, comme l'arc, la fronde ou tout autre ustensile qui permettrait de projeter quelque chose étaient considérés comme lâches et contraires à l'esprit martial. Ces armes n'étaient utilisées que lors des grands conflits, quand il n'était plus question d'honneur. Mais lors des petits affrontements aux frontières, les guerriers n'utilisaient rien qui soit conçu pour lancer quelque chose. Un fait intéressant d'ailleurs, c'est que les frontières n'étaient pas toujours délimitées de la même façon. Bon, à la base, dans les endroits les plus importants ou les plus sensibles, les délimitations étaient représentées par de grands piliers de bois qui portaient la marque des deux pays. Lorsque la frontière changeait, ils repositionnaient ces piliers en conséquence. Mais vous vous doutez bien qu'ils n'allaient pas non plus s'amuser à placer des piliers partout tout autour de chaque pays. C'est pourquoi, bon déjà il y avait des endroits où clairement la frontière était totalement floue, parce que personne n'y allait jamais, mais sinon, pour les endroits moins importants, la frontière était directement marquée par les armes des soldats. En fait, cela venait tout simplement du déroulement le plus fréquent d'un affrontement entre guerriers.
Ces derniers se battaient entre eux, chacun essayant de faire reculer l'autre. Lorsque ces derniers décident d'arrêter, soit parce qu'ils sont blessés, soit parce qu'ils sont trop fatigués, soit parce qu'ils en ont marre, tout simplement, leur position actuelle devient la nouvelle frontière. D'où l'importance de faire reculer son adversaire. Ils plantaient alors leurs armes dans le sol afin de délimiter cette nouvelle frontière. Alors, je vous parle de ça, mais disons que pour l'instant, c'est en tout cas la vision reconnue par le plus grand nombre de chercheurs. Cependant, gardez en tête que certains historiens minoritaires mettent en doute l'usage des armes comme marquage de frontières. En gros, leurs arguments se portent sur le fait que ces armes n'avaient absolument aucune utilité en dehors de la défense des frontières. C'est pourquoi les soldats préféraient les laisser sur place pour ne pas s'encombrer, mais que ce ne serait pas pour autant une volonté de marquer la frontière. Bon, malgré tout, de nombreux écrits font mention d'armes marquant les délimitations, et les fouilles ont révélé la présence d'armes disposées de manière proche sur certaines distances. Ces historiens soulèvent que ces armes marqueraient involontairement la frontière, car les soldats, lorsqu'un affrontement s'arrêtait, laissaient directement leurs armes là où ils se trouvent, et comme leur position était aussi la nouvelle frontière, cela pourrait être un hasard. Quant aux écrits, comme c'est le cas dans ce rapport de chef de bataillon par exemple, je cite « Retour pour un affrontement avec Disfacal, première arrivée sur les lieux, reprenons nos armes marquant la frontière et attendons leur régiment. » Ils soulèvent que ce pourrait être simplement des sortes de figures de style. Même si leurs arguments ont du sens, la communauté scientifique préfère éviter la surinterprétation. D'autant que, et là ce n'est que mon avis personnel mais je tiens quand même à le dire, nous avons affaire là à des écrits militaires. Cela me semble donc particulièrement étrange de parler de figures de style dans des écrits militaires. Enfin bon. Si vous vous souvenez, lorsque j'ai abordé le thème de la société dans un précédent épisode, je vous ai indiqué que les primaires ne faisaient aucune distinction entre hommes et femmes. S'il y a bien un endroit où cette unité apparaissait, c'est bien celui de la guerre. Les soldats pouvaient donc tout aussi bien être des hommes que des femmes, et il était également tout à fait commun qu'un chef de régiment soit une femme. Très souvent, les primaires qui choisissaient la voie de la guerre étaient des hommes, ou des femmes, très musclés et grands, avec une bonne constitution physique. Même si cela pouvait dépendre un peu des pays, évidemment. Il serait cependant assez erroné de penser que les soldats étaient des bourrins idiots qui ne savaient rien faire d'autre. Généralement, cela découlait d'un choix personnel par rapport à ses affinités. Ceux qui devenaient soldats le faisaient avant tout parce qu'ils aimaient se battre, et ils étaient considérés comme tout aussi productifs, si je puis dire, qu'un charpentier ou un paysan. Toujours en ce qui concerne les petites batailles, il était parfaitement toléré dans la plupart des armées des pays qu'un soldat, lors d'une bataille, cesse de se battre. En fait, la bravoure était encouragée par la religion puisque c'était un moyen de montrer à quel point on voulait rendre son Dieu puissant. Pour autant, savoir arrêter de se battre parce qu'on ne le pouvait plus ou parce qu'on ne le voulait plus était aussi vu comme une marque de sagesse et était pleinement respecté. Dans ces cas-là, le guerrier devait se dévêtir, c'était le terme employé pour dire qu'il déposait son arme et retirait son armure afin de ne plus pouvoir prendre part au reste de l'affrontement en se tenant à l'écart. Le plus amusant est que dans le sud du continent, ainsi que dans les parties au climat plutôt tempéré, il était de coutume que le terme dévêtir soit pris au sens propre. Oui, en gros, les soldats qui voulaient marquer leur volonté de cesser de se battre se mettaient littéralement à nu. À ce sujet, certains écrits font mention de relations sexuelles entre guerriers s'étant dévêtus pendant un conflit. Cela pouvait, semble-t-il, arriver entre soldats d'un même pays comme de pays adverses, et ce, dans des relations hétérosexuelles ou homosexuelles. Mais j'ai déjà annoncé que nous parlerons un jour plus en détail de la sexualité des primaires. Dans tous les cas, ces conflits, bien loin de l'horreur de la guerre telle que nous l'imaginons, avaient bien plus des aspects de fête un peu comme celle du Moyen-Âge. Et les affrontements les plus importants avaient même tendance à se conclure par un grand banquet où tout le monde festoyait, vainqueur comme vaincu. Plus tard, nous parlerons des guerres de plus grande importance qui ont marqué le continent de Status. Mais ces dernières possèdent leur histoire propre, en grande partie liée à la politique et aux églises. Et comme il serait dommage de tronquer une partie de leur déroulement, je préfère attendre, afin de vous livrer ces informations quand le moment sera venu. Terminons ce premier tour d'horizon de la guerre sous Status par quelques armes traditionnelles que l'on pouvait retrouver dans les différentes régions. Comme vous le savez, la région de la plaine centrale possédait plusieurs gisements de métaux. De ce fait, pas mal d'armes utilisées pour la guerre étaient conçues à partir du métal. Certains soldats se battaient à l'aide de ce qu'on nomme une cisailleuse. C'était la partie tranchante d'une scie à monture que les soldats retiraient de son support.
Il lui plaçait un anneau au debout afin de pouvoir le tenir facilement avec une ou deux mains. L'intérêt de cette arme était que sa longueur et sa faible épaisseur la rendaient assez souple et elle pouvait être très polyvalente. À une main, le soldat pouvait l'utiliser comme une sorte de fouet en frappant avec le plat de l'arme. À deux mains, il pouvait avoir un meilleur contrôle afin d'essayer de trancher son adversaire avec la partie coupante. Il y avait même une technique dite de la paire cisaillante qui consistait à tenir une cisailleuse à deux personnes, chacun d'un côté, et à courir tout droit pour couper un adversaire en deux ou le blesser gravement. Bon, là, vous vous en doutez, c'est beaucoup trop létal pour être une pratique d'escarmouche. Il ne l'utilisait que lors des grandes batailles. Dans la région de la jungle orientale, on utilisait une sorte de fourche courbée conçue à partir de la résine d'un arbre qui, une fois chauffée, devient malléable. Lorsque cette résine se refroidit, elle est dure comme la pierre. Cette fourche est raccordée à une liane, parmi celles que l'on pouvait trouver dans cette jungle. Et il s'en servait ainsi à la fois comme arme, puisque les pointes de la fourche sont acérées, mais également comme un système pour se hisser dans les arbres, un peu à la manière d'un grappin. À la base, il s'agissait d'un outil, mais comme on a pu le voir avec la cisaillante, qui était au départ une simple scie à monture, donc utilisée pour couper du bois, là aussi le sens premier a été détourné pour pouvoir se battre. Il faut savoir que les habitants de la jungle orientale, de par la nature de leur terrain, avaient pour habitude de s'affronter en petit nombre de guerriers camouflés, sous la forme d'attaque et disparition. C'est pour ça que cette arme était conçue pour être la plus passe-partout possible, afin de se confondre avec l'environnement. Enfin, pour ce qui est des canyons persans, il faut savoir que ce lieu était à la base assez aride, avec une terre plutôt sèche qui ne parvenait pas, d'elle-même, à faire pousser beaucoup de végétation. C'est pourquoi les premiers colons primaires y implantèrent des poches de forêt cultivées issues en grande partie de la plaque occidentale, donc à savoir des arbres de la famille des Arcaceae. Outre la combustion ou les bâtiments, ils s'en servaient également pour se battre. De par l'environnement qui variait entre gorges, étendues et hauts plateaux, ils se sont tournés vers une arme en forme de lance très longue, creuse et avec un des deux bouts pointus. La forme était creuse pour réduire son poids et lui donner un meilleur aérodynamisme, afin de pouvoir la projeter sur de grandes distances, pour la chasse principalement en fait. Cela leur permettait de toucher des animaux très éloignés. En plus de ça, elle était utilisée comme perche pour permettre à son porteur de passer des ravins en la plantant dans le sol avant de se projeter. Il s'agissait là d'une technique que les chasseurs maîtrisaient bien. Et lorsqu'ils opéraient des expéditions, ils y allaient toujours par groupe de 4, afin que, lorsque le soleil était au zénith, il leur suffise de planter les 4 lances dans le sol et de tendre un drap entre chacune d'elles pour se protéger du soleil. Par contre, en combat, la partie perçante n'était quasiment jamais utilisée. Les guerriers préféraient se battre en frappant avec. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était de coutume que les chasseurs et les guerriers ne soient pas issus d'un même apprentissage, chacun d'eux ayant à maîtriser des techniques d'attaque différentes. Les chercheurs l'ont appelé lance-creuse, ce qui est clairement un aveu de manque d'inspiration là-dessus, mais bon. Après tout, son nom littéral est lancer, pointe, vite sauter, donc bon. Bien, nous allons nous arrêter là pour le moment avec les armes, nous verrons les autres une prochaine fois. En attendant, gardez bien en tête les principes de la guerre tels que je vous les ai dit, à savoir que la plupart des conflits étaient de petites escarmouches entre soldats, sans qu'il n'y ait de morts, et dans l'optique d'étendre les frontières de son pays pour donner plus de puissance à son dieu. Je tiens à vous rappeler que cet univers, ses histoires ainsi que tous les éléments que je vous ai montrés ne sont que pure invention. Mais si vous les avez appréciés, vous pouvez les partager autour de vous. L'univers de Primae continue de se construire et s'empare désormais des notions guerrières. Si ces nouvelles informations vous inspirent, n'hésitez pas à donner vos idées dans les commentaires. Et n'oubliez pas que tout ceci n'est que mythos.